Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée à la une de l'actualité. Inauguration par le Premier ministre de la première usine de fabrication de carreaux made in Côte d'Ivoire. L'entreprise a vu le jour à Alépé dans la région du Lamé. C'est le fruit de la collaboration entre deux entreprises chinoises. Près de 1000 emplois, dont 450 permanents, ont été créés par la dite industrie. Il est à sa 7e édition, le village international de la gastronomie. L'événement a ouvert ses portes ce jeudi à Paris en France. Plus de 60 pays y participent, dont la Côte d'Ivoire. Cette gigantesque fête est dédiée à la promotion des saveurs du pays, de leurs produits phares et de leurs atouts touristiques. Et puis au Brésil, l'ex-président Jair Bolsonaro a été reconnu coupable ce jeudi 11 septembre d'avoir voulu empêcher le retour au pouvoir de Lula da Silva, actuel président. Il a été condamné à 27 ans de prison lors d'un procès historique devant la Cour suprême du Brésil. Bienvenue dans cette édition qu'on ouvre avec le Premier ministre qui inaugure la première usine de fabrication de carreaux made in Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi à Alépé dans la région de Lamé, fruit du partenariat entre deux entreprises chinoises. Ce sont plus de 1000 emplois qui seront créés dans la dite région. Le reportage de Franck Quadio et Ulrich Adangon. Voici la première usine de fabrication de carreaux made in Côte d'Ivoire, sise à Alépé, région de Lamé. Coupure de ruban et dévoilement de la plaque inaugurale par le Premier ministre Robert Begré-Mambe. Deux groupes chinois soutenus par l'État ivoirien sont à l'initiative. Avec la première ligne déjà installée, le nombre d'emplois créés par la société à ce jour est de 1073 emplois. Nous ne doutons pas de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire dans notre expansion. Sur le site sont prévues 4 lignes de production. La première est ainsi inaugurée. Notre pays a connu un bond au niveau des indicateurs liés au volume des investissements privés en Côte d'Ivoire. En effet, en 2020 et 2024, grâce à un investissement privé en hausse de plus de 30%, en 2021 et 2024, qui est passé de 6 200 milliards à 8 079 milliards en 2024. Dans le domaine spécifique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir celui des carreaux céramiques, la capacité nationale est passée à 9 millions de mètres carrés en 2020 pour être à 21 millions de mètres carrés en 2025 grâce à cet investissement de Keda Côte d'Ivoire céramique et qui sera porté en 2026 à 33 millions de mètres carrés. Une usine pour la collectivité, c'est avant tout une action sociale. Le président du conseil régional de Lamé invite les populations principales bénéficiaires à s'impliquer. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait votre part. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait sa part. Je voudrais lancer un appel à mes parents et aux jeunes ici, pour leur dire que quand on nous demande de créer un environnement favorable, il y a l'État qui construit des centrales électriques, qui construit des routes, qui construit des infrastructures d'éducation. Mais nous, notre rôle, c'est de contribuer à ce qu'on maintienne la paix, la stabilité et la cohésion. Ça, c'est nous qui pouvons faire quelque chose. Bientôt une zone industrielle dans la région de Lamé, un souhait exprimé. L'installation de cette usine est l'expression d'une vision du président de la République rappelée par le chef du gouvernement. Nous sommes heureux d'être venus parce que cela va dans le sens de ce que le président Alassane attend pour les jeunes Ivoiriens. Dans sa politique de relations internationales, le président Alassane fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit l'ami de tous les pays et ennemi de personne. Ainsi, tous les ressortissants des pays qui ont envie d'investir pour faire prospérer leur société trouvent dans notre pays le climat d'affaires nécessaire pour bien travailler. En me tournant vers les investisseurs, je voudrais dire que la joie du président Alassane est grande. Il n'y a pas seulement que
la fabrication des carreaux, il y a plein d'autres choses que l'enseignement technique permet de faire. Ainsi, mes parents, l'opération de ce soir est une chance pour vous et pour nous. En Côte d'Ivoire, dans la section carreaux, ce sont plus de 2 milliards injectés dans l'importation par an. Cette usine d'Alépé est donc une réponse qui vaut son pesant de céramique. À 40 km d'Alépé, le port autonome d'Abidjan célèbre ses 75 années d'existence depuis ce jeudi. Entre mémoire, bilan et perspective, cette célébration est l'occasion de rendre hommage aux pionniers, de saluer les performances actuelles et de tracer l'avenir d'un port qui catalyse la croissance économique nationale. C'est ce que nous disent Marie-Chantal Akandan et Adama Kéré. 40,2 millions de tonnes de marchandises traitées en 2024, 1,6 million de conteneurs et 78% des recettes douanières de l'État. Le port autonome d'Abidjan est plus que jamais le moteur de l'économie ivoirienne. À l'occasion de ses 75 ans, célébré sur 2 jours, le port autonome d'Abidjan confirme sa place de hub stratégique en Afrique de l'Ouest. Après un état des lieux, son directeur général s'est dit satisfait des avancées et confiant quant aux perspectives. En 2024, le port d'Abidjan a traité 40 200 000 tonnes, soit une croissance de 16%. Et traiter un trafic conteneur de 1 600 000 conteneurs, soit une croissance de 30%. Et les statistiques à mi-parcours 2025 sont rassurantes. Les défis majeurs restent à relever pour conforter notre position et renforcer notre situation concurrentielle en tant qu'un port sur la façade atlantique de l'Afrique. Les travailleurs du port et les acteurs portuaires sont déterminés à poursuivre l'œuvre d'édification d'un port moderne et compétitif au bénéfice de l'économie de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Le port autonome d'Abidjan est aujourd'hui connecté au reste du monde, en témoignent les partenaires. Au-delà des infrastructures, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent avec passion. Ce sont eux qui, jour après jour, contribuent à faire vivre et grandir cette plateforme portuaire, en faire une référence sur l'Afrique. Sous l'égide du président Alassane Ouattara, nous participons à la construction d'une nation plus résiliente et tournée vers l'avenir. Ces résultats s'expliquent par plus de 1 milliard à 100 millions de francs CFA investis depuis 2013. Le ministre des Transports a insisté sur la modernisation et la digitalisation clé de la compétitivité future du port. Notre ambition est de faire en sorte que ce port continue de s'accroître, de se moderniser, mais également de garantir la disponibilité foncière pour le développement du port, de renforcer la connectivité aux réseaux nationaux de transport, routiers, ferroviaires, fluvial et lagunaire. La célébration officielle, placée sous le haut patronage du président Alassane Ouattara et présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'État et de saluer la vision qui guide la transformation du port depuis plus d'une décennie. Force est de reconnaître que si nous avons de telles performances, c'est grâce au leadership et à la vision éclairée du président de la République, le président Alassane Ouattara. Il a su créer un écosystème de développement du pays favorable et adopter des politiques sectorielles adéquates pour permettre au port autonome d'Abidjan de progresser. Ces décisions d'investissement ont drastiquement changé la trajectoire de compétitivité et de développement du port autonome d'Abidjan, mais aussi celui de San Pedro. En effet, nous devons voir plus grand pour le port autonome d'Abidjan. Voir plus grand, c'est anticiper les enjeux et les défis du commerce en tenant compte des actualités qui nous entourent. C'est pourquoi, sur instruction de M. le Président de la République, nous avons demandé à M. le ministre de la Construction de protéger les réserves foncières de l'île Boulé en préservant l'intérêt de nos parents pour les 30 années à venir, afin que nos enfants découvrent
la qualité de notre capacité d'anticipation et de vision, parce qu'ils vont trouver un autre Abidjan à l'île Boulay. 75 ans de vision et d'audace, le port autonome d'Abidjan se projette vers l'avenir avec l'ambition de rester un hub maritime incontournable à l'échelle mondiale. On prend la direction de Paris qui accueille la 7e édition du Village international de la gastronomie depuis ce jeudi. Un événement à caractère gastronomique, touristique et culturel destiné à la promotion des spécificités des saveurs des pays, de leurs produits phares et de leurs atouts touristiques. Ce sont 63 pays représentant le continent, tous les continents et plusieurs, dont la Côte d'Ivoire. Depuis la capitale française, Malika Koulibaly. Au pied de la Tour Eiffel, le musée du Quai Branly Jacques Chirac accueille un véritable carrefour des saveurs. Le village international de la gastronomie, une initiative portée par Anne-Laure Descombes qui vise à promouvoir les richesses du terroir africain dans un pays où les cultures se croisent. On a créé ce village parce qu'on voulait mettre en avant le patrimoine culinaire de chaque pays, pouvoir permettre aux générations qui arrivent de transmettre justement cette identité culinaire. L'important, c'est que chacun soit fier de son patrimoine culinaire, fier de son identité culturelle et culinaire. La Côte d'Ivoire y occupe une place de choix avec son espace au pavillon d'Afrique. Dans le cadre du village mondial de la gastronomie, nous avons souhaité travailler ensemble avec nos pays frères, et la Côte d'Ivoire, certes, porte le leadership, mais c'est toute l'Afrique qui est ici rassemblée. La Côte d'Ivoire entend jouer son rôle parce que nous sommes un pays de la gastronomie. N'oublions pas que la Tchéquie vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Notre pavillon fait venir des grands cuisinières africains qui ont aujourd'hui une présence sur la place mondiale. Et ici, c'est l'occasion pour que ces grands chefs viennent présenter leur parcours, leurs mets, leurs menus. Je voudrais saluer le leadership de son Excellence Maurice Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui a initié et qui a accompagné le village international de la gastronomie pour créer ce pavillon Afrique. Je voudrais remercier mesdames et messieurs les ambassadeurs africains qui ont répondu présents à notre sollicitation pour être présents aujourd'hui à l'inauguration de ce pavillon Afrique qui, pendant 4 jours à Paris, va faire la promotion de la gastronomie africaine. Autour d'elle, plusieurs nations africaines partagent les savoir-faire culinaires. Parmi elles, des ressortissantes ivoiriennes et angolaises, passionnées et talentueuses. Je suis l'une des premières à représenter la Côte d'Ivoire ici, au salon. Plusieurs fois, j'ai fait la loco, le choukouya de poulet que les gens ont beaucoup aimé, le garba, le plakali, le foufou. La ville de Paris aime beaucoup nos mets. Nous avons amené avec nous les spécialités angolaises. Donc nous avons préparé le poulet à la moinde. Nous avons les haricots à l'huile de palme. Et nous avons amené 3 sortes de tubercules. Et pour cette visiteuse, c'est un vrai coup de cœur gustatif. Elle ne cache pas sa satisfaction. C'est très très bon. Moi-même d'origine zambienne, donc là on a de foufou. Nous avons démarré cette inauguration par le café éthiopien, qui est non moins un très très bon café qui a été dégusté. Nous avons dégusté des mets, des gâteaux de l'Angola. Nous avons ici des mets de tous les pays. En tout cas, j'invite toutes les diasporas africaines, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique, de venir découvrir l'Union africaine à travers sa gastronomie. Entre dégustation, démonstration et échanges culturels, le village célèbre la diversité culinaire des 5 continents. Une vitrine vivante des patrimoines alimentaires et des cultures du monde. Je vous conduis à présent à Grand Bérébi, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, le gouvernement a créé une aire marine protégée depuis 2022. Objectif, la conservation d'échantillons représentatifs des écosystèmes du pays et de la biodiversité nationale. Notre reporter Sam Conan nous rapporte comment la cérémonie de lancement des activités de cette aire marine protégée s'est déroulée.
La Côte d'Ivoire dispose depuis 2022 de sa première aire marine protégée située à Grand-Bérébi. Elle s'étend entre le fleuve Ninja et la lagune Petite Diboué avec une superficie de 272 375 hectares. Les objectifs de la création de cette aire marine protégée sont clairs. Préserver la biodiversité marine, qui inclut une zone de protection intégrale et une zone d'éco-développement pour la pêche et l'écotourisme. La gestion de cette aire marine protégée a été confiée à l'OIPA, Office ivoirien des parcs et réserves. Nous devons faire face avec lucidité et détermination à de nombreux défis, au nombre desquels de citer la nécessité de renforcer et de mettre à niveau les capacités techniques logistiques de nos équipes, eu égard à la spécificité du site. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique qui a procédé au lancement des activités de l'aire marine protégée de Grand-Bérébi a rappelé les missions de l'OIPA. Il s'agira donc de travailler avec toutes les parties prenantes dans un esprit de gestion inclusive et participative pour atteindre les objectifs de création de l'aire marine protégée de Grand-Bérébi qui sont, entre autres, de préserver la richesse exceptionnelle des écosystèmes marins et côtiers et d'assurer un développement économique et social durable au bénéfice des populations locales grâce à la pêche responsable, grâce au tourisme écologique et grâce à la valorisation de nos ressources naturelles. En plus de celle de Grand-Bérébi, 4 autres aires marines protégées sont prévues à l'embouchure du fleuve Cavali, dans la forêt classée de Dacioko, dans le parc national d'Azani et dans la zone transfrontalière Côte d'Ivoire-Ghana pour atteindre l'objectif de 10% de protection des zones marines en accord avec les recommandations de la Convention sur la diversité biologique. Et cette action de solidarité par le directeur de l'Office national des anciens combattants qui vient de remettre des enveloppes à 65 veuves d'anciens combattants, le capitaine Yassongo Kone, président de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, reconnaissant du geste, exhorte les membres de la structure qu'il dirige à contribuer au renforcement du climat de paix que notre pays connaît. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. La République continue d'être reconnaissante envers les frères d'armes engagés durant les guerres coloniales. 65 veuves des anciens combattants reçoivent chacune un montant de 300 000 francs CFA. Les gens m'ont donné la raison. Je suis content. Je dis merci beaucoup. À l'entrée là, une action sociale du président de la République, Alassane Ouattara, qui, selon le président de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, honore la mémoire des disparus et encourage les membres de son organisation à croire davantage à la politique de solidarité du pays. En agissant ainsi, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, se révèle comme le digne héritier de l'oufouettisme. Cette philosophie de paix, de dialogue, de fraternité et de solidarité léguée par le père fondateur, le président Houphouët-Boigny. Plus que jamais, nous devons protéger cet acquis. C'est la deuxième fois en cette année 2025 que les anciens combattants sont assistés. La première fois, ils avaient reçu des vivres et non-vivres. Ces veuves, ces mamans ont aussi vécu dans le dur. Le président de la République n'oublie pas ceux qui font qu'aujourd'hui, nous sommes indépendants, nous sommes en paix et nous pouvons vaquer chacun à des occupations. C'est dans ce sens de mémoire que le président de la République perpétue ses actions. Les remises de ces dons du président de la République sont coordonnées sur le terrain par des émissaires du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le verdict attendu ce vendredi 12 septembre au procès par contumace de Joseph Kabila, accusé de complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. L'ancien président qui vit en exil depuis plus de 2 ans est poursuivi par la haute cour militaire et encourt la peine de mort.
Au Brésil, jugé pour tentative de coup d'État, l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été reconnu coupable d'avoir voulu empêcher le retour au pouvoir de l'actuel président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Jeudi 11 septembre, il a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison lors d'un procès historique devant la Cour suprême du pays. On ouvre à présent la lucarne sport de cette édition. Et pour parler sport ici et ailleurs, je reçois Samuel Metch. Samuel Metch, bonjour. Bonjour Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On entame tout de suite avec du football, la rentrée officielle de la première promotion de l'Académie Benfica Campus Côte d'Ivoire. En effet, cher Ahmed, la Côte d'Ivoire sportive continue de séduire et à cet effet, notre pays, avec le club Benfica, se sont engagés à mettre sur pied une académie où 140 jeunes seront formés à l'INJS pour devenir des stars du football. La rentrée a été observée donc en présence du ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas Metch. Moyabi Diabaté pour les détails. L'Académie de football Benfica Campus Côte d'Ivoire a procédé à la présentation de la première promotion de ces jeunes pensionnaires lors de la rentrée des classes. Une cérémonie solennelle rehaussée par la présence du ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas Metch, et plusieurs partenaires de ce projet sportif d'envergure. C'est un sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui. Quand je vois ces merveilles qui n'avaient jamais existé, et quand je vois un peu les projections qui entourent cette vision, je souhaiterais que, véritablement, cette initiative permette à nos jeunes de faire montre de leur talent et d'assurer le rayonnement de notre pays par le sport, et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, par le football. Une initiative bien accueillie par les 140 bénéficiaires de cette première promotion de l'Académie Benfica Campus Côte d'Ivoire. C'est chaleureusement que nous accueillons cette initiative qui est le Benfica Campus Côte d'Ivoire par le biais de notre président, M. Djomandé. Ça a été vraiment compliqué, ça a été vraiment difficile lors des évaluations et tout, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu réussir à intégrer le Benfica Campus Côte d'Ivoire. Établi au sein de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, dans la commune de Makori, l'Académie Benfica Campus Côte d'Ivoire a pour objectif de former et éduquer les jeunes passionnés de football en Côte d'Ivoire. Un autre club prestige s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Real Madrid cette fois-ci, qui a signé un partenariat stratégique avec une institution financière de la place. Yabi Diabaté nous en donne les détails. À travers ce partenariat, cette institution bancaire devient le sponsor officiel du Real Madrid en Afrique de l'Ouest. Une collaboration stratégique qui illustre la volonté de renforcer la notoriété du club espagnol sur le continent africain, tout en positionnant cette banque comme un acteur financier ambitieux tourné vers l'innovation et le développement. C'est un honneur pour nous donc de faire ce partenariat qui nous permet aussi de lancer notre carte prépayée, qui est une carte qui va permettre l'inclusion financière. Elle permettra de faire énormément de choses que la banque classique fournit. Elle permettra aussi d'offrir à notre clientèle des services de paiement sur tous les canaux digitaux qui existent. Pour Roberto Carlos, ambassadeur du Real Madrid, ce partenariat est un levier de renforcement des initiatives sociales, éducatives et sportives du club. Il demeure une source d'inspiration pour des millions de jeunes Africains. Le mariage avec cet établissement bancaire vient ainsi renforcer cette présence en mettant l'accent sur la promotion du talent, de l'effort collectif et d'une ambition sans frontières. Samuel Metch, on parle de football, cette fois-ci au féminin. La compétition en Côte d'Ivoire, la saison s'ouvre ce week-end. Oui, la saison s'ouvre principalement aujourd'hui, même vendredi, mon cher Ahmed, avec l'affiche Inter d'Abidjan Stella Club à 15h au stade Robert Champrou de Marcory. Il faut le savoir, donc pour cette nouvelle saison du championnat national de football féminin, 14 clubs sont engagés pour 180 matchs attendus. Les détails ici avec Jean-Baptiste Assois. À l'issue d'une conférence de presse tenue le lundi 9 septembre dernier, Madame Elie Kassebedo, vice-présidente de la commission de développement du football féminin, a annoncé la reprise des hostilités sur le plan domestique. C'était au siège de la FIF, 6 à Treichville. L'exercice 2025-2026 du championnat national de première division aura lieu au stade Robert Champrou de Marcory, sous le coup de 15h.
La formation de l'Inter croisera le fer avec celle du Stella Club d'Adjamé. L'ASEC, championne en titre, tentera de remettre le couvert après sa brillante qualification pour la phase finale de la Women's Champions League féminine de la CAF. À noter que 3 clubs promus, dont le CO Boni Hachi, Mouna FC et Étoile Filante de Yakro, viennent ainsi de rejoindre les 11 équipes déjà présentes en D1. Ce qui porte à 14 le nombre de clubs de l'élite qui rivaliseront d'ardeur sur les différents stades au nombre de 8 retenus pour la circonstance. Les informations seront en temps réel sur le site de la FIF, donc on demande à la population de se mobiliser massivement pour venir regarder, jouer nos filles qui aujourd'hui montrent de plus en plus des matchs de qualité et on a de vraies pépites, de vrais talents à découvrir. Aux côtés de la vice-présidente, lors de cette conférence de presse, Madame Akpa Lucette Deyed, par ailleurs, chef du département football, a annoncé comme innovation cette saison la diffusion de quelques matchs sur les canaux digitaux de la FIF. Alors Samuel Metch, une innovation cette année dans la saison du football féminin. Quelle est-elle et parlez-nous-en. On dira naturellement qu'on a donc 14 clubs au lieu de 12, je crois, ou 11 la saison dernière. Donc il y a eu 2 de plus. Voilà, 2 de plus. Et puis surtout les stades qui vont accueillir donc ces différentes compétitions. Il y a le stade Robert Champroux de Marcory, il y a le parc des sports, et on rajoute à cela donc le complexe de Yopougon, le complexe d'Abobo, le stade Biakaboda donc de Gagnoa, le stade municipal de Boaké et le stade régional de Daloa, pour dire que finalement, la Fédération ivoirienne de football veut donner un peu plus donc à voir au niveau du football féminin, que toute la population se déplace vers ces stades pour voir comment est-ce que nos filles tapent dans le ballon et puis qui pourra détrôner l'ASEC Mimosa qui est championne en titre au niveau du football féminin. L'ASEC Mimosa qui est aussi en tête de la Ligue 1 dont on va dérouler le programme maintenant. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est pour ces prochains jours? C'est clair que les Mimosas sont en ce moment donc heureux parce qu'ils sont pour l'heure donc à l'issue des 3 journées de notre football local, du championnat national de football local, pour l'heure donc en tête du classement. Et donc pour le programme, on aura ce samedi 13 septembre à San Pedro, le FC San Pedro sera face à l'US Thiologo. Benjerville accueillera la rencontre Mouna FC, Boaké FC à 15h et le stade Félix Houphouët-Boigny donc accueillera la rencontre ASEC Mimosa SOA, un choc attendu. Et puis à 18h, toujours au stade Félix Houphouët-Boigny, Sol FC sera face au Stella Club, toujours le même samedi. Le dimanche, OSA sera face au Racing Club au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis la FAD sera face au CO Korogo, qui pourra donc faire trembler un peu la SEC Mimosa. On attend de voir donc ce que cette 4e journée nous réserve. On attend également l'Africa en première ligue. Cela pour dire qu'on parle d'enjeux beaucoup plus grands maintenant. C'est oui. La Coupe du Monde 2026. Les éliminatoires sont enclenchés. Alors plus que 2 matchs pour se qualifier. Ben oui, plus que 2 matchs pour se qualifier. On s'attendait à ce que les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, prennent un peu de l'avance vis-à-vis donc du Gabon, qui nous talonne toujours, mais on a pu obtenir que 4 points sur 6 attendus. La Côte d'Ivoire toujours en tête de la poule F avec 20 points cette fois-ci contre 19 pour le Gabon. Les choses n'ont pas été très très intéressantes lors de ces 7e et 8e journées. On attend de voir les 9e et 10e journées pour le courant mois d'octobre, mais il faut retenir que au niveau de l'équipe ivoirienne, l'on n'a pas été très satisfait donc de l'attaque qui a été quelque peu enrhumée, des balles approximatives et puis naturellement donc on attendait plus de buts. C'est vrai qu'il y a eu ce but face au Burundi, mais face au Gabon, il y avait à manger et à boire. Les éléphants de Côte d'Ivoire devront donc se réveiller parce qu'aucun faux pas ne sera toléré pour le match face aux Seychelles. C'est vrai qu'à l'aller, on a battu les Seychelles 9-0. Au retour, on va donc observer le déplacement des éléphants aux Seychelles. Et puis la Côte d'Ivoire, pour finir ces éliminatoires, va accueillir le Kenya. En match aller, on avait fait 0-0 avec le Kenya. Qu'est-ce que ce match retour va donner donc le 13 octobre prochain? C'est ce que tout le monde attend. Les éléphants doivent absolument gagner ces matchs pour maintenir la tête du groupe et espérer se qualifier parce que la dernière participation donc, des éléphants de Côte d'Ivoire au mondial remonte à 2014 au Brésil.
ce qui veut dire qu'on a raté 2 éditions du mondial. On change de discipline sportive, on parle de basketball à présent, U16, on parle de l'afro-basket U16 pour être précis. Quel est le programme de ces quarts de finale? Alors, les quarts de finale déjà se sont tenus hier pour nos filles U16. Elles ont battu le pays hôte de cet afro-basket, le Rwanda, sur le score de 69 à 41. On attend les garçons donc, qui, eux, seront face au Rwanda aussi cet après-midi. Aujourd'hui, vendredi, on leur souhaite donc une belle victoire face au Rwanda. Je rappelle qu'ils observent les quarts de finale. Les filles sont déjà qualifiées pour les demi. Les garçons pourront-ils donc suivre la mouvance? C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Ahmed, la Côte d'Ivoire se comporte bien pour l'instant donc au niveau du basketball U16 au Rwanda. Merci infiniment Samuel Mec d'être passé sur ce plateau pour vos informations croustillantes également. Je vous en prie. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. N'oubliez pas de revivre cette édition en entier et les précédentes sur RTI Play.